On a finalement été pris en otage par Uber et Deliveroo qui nous poussent à faire de l'offre permanente. Les restaurants créés par les influenceurs. Ouais, qui me filent des boutons. Pour moi, c'est le feu de paille typique. Il n'y en a qu'un seul, pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est celui qui a créé la marque Pepe Chicken. Okay. Et à chaque fois, je dis à mes équipes, si j'ai à nouveau la mauvaise idée de dire on fait du street marketing, venez me coller une baigne. Et donc 2 ans après, en général, je reviens en disant et pourquoi on ferait pas un peu de street marketing? Patron, faut me chercher sur l'autoroute, j'ai fait un accident. Mais qu'est-ce que tu fous avec un scooter sur l'autoroute? Bonjour Yves. Bonjour Nathan. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour le podcast d'Icebreaker. Est-ce que tu pourrais me présenter ton parcours? Alors, je m'appelle Yves Ecker, j'ai 43 ans, je suis alsacien et lyonnais d'adoption. Je suis arrivé à Lyon il y a 17 ans. Dans ma vie d'avant, je faisais exactement ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire que je parlais dans un micro tous les matins puisque j'étais animateur radio. Et j'ai fait ça pendant les 12 premières années de ma vie professionnelle, de mes 19 à mes 31 ans. Et à 31 ans, j'ai opéré un virage à 180 degrés puisque je me suis lancé dans la restauration. Et j'ai créé un petit restaurant de quartier qui s'appelait Les Burgers de Papa et qui n'avait pas vocation à devenir ce qu'il est devenu ensuite, à savoir un réseau de restaurants franchisés qui se développe un peu partout en France et qui compte aujourd'hui 26 restaurants. Mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais voilà, je me suis... j'ai un parcours un peu atypique, c'est que je suis totalement autodidacte dans tout ce que j'ai entrepris, à savoir que le métier d'animateur radio, il n'existe pas de formation à proprement parler pour devenir animateur radio, donc j'ai appris ça sur le tas. Et idem pour ce qui relève de la restauration. Alors il existe des CAP et compagnie, mais moi c'était pas du tout mon cas puisque ça fait encore partie des rares métiers en France où tu pourrais toi ouvrir un restaurant demain à la seule condition de suivre une formation de 2 jours sur les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Et puis derrière tu pourrais ouvrir un restaurant, ce qui est quand même, quand on y pense, assez dingue parce que si tu voulais ouvrir un salon de coiffure par exemple, il te faudrait à minima un brevet professionnel dans la coiffure de 2 ans. Alors que pour ouvrir un restaurant et servir de la nourriture tous les jours à des gens que tu pourrais potentiellement empoisonner si tu veux, t'as pas besoin de formation spécifique. Et donc voilà le métier que j'exerce depuis maintenant 12 ans. Donc j'ai fait 12 ans de radio et 12 ans de restauration et ça m'amène à mes 43 ans déjà maintenant, quoi. Okay. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie particulièrement de faire un restaurant, de passer de l'animation de radio au restaurant? Alors c'est vrai que c'est un parcours un peu atypique. En fait, c'était un vieux rêve. J'avais ça dans un coin de ma tête depuis mes 18 ans, puisque j'ai essayé de faire des études, mais j'étais pas très très bon. J'ai fait 2 ans de fac d'anglais. J'ai foiré mes 2 années. À l'époque, ça s'appelait le DUG. Et puis en parallèle, je livrais des pizzas, puisque il fallait bien payer son loyer et que mes parents étaient pas très argentés, issus d'un milieu assez modeste. Du coup, je livrais des pizzas en parallèle de mes études. Et puis le midi, j'allais souvent manger dans un truc qui s'appelait le Made in France. C'était un petit snack qui se trouvait à proximité de la fac. Je te parle de ça, il faut se remémorer qu'on est en 2000. En 2000, à cette époque-là, le burger à la française n'existe pas, mais eux avaient déjà créé ça. C'est-à-dire qu'ils prenaient une baguette, ils mettaient là-dedans de la viande, des très bons fromages, des très bonnes crudités et des sauces faites maison. Et ça tabassait. Le point de vente faisait 30 mètres carrés sur les plus grosses journées. Ils pouvaient débiter jusqu'à 600 sandwichs. Ouais, dingue. Et ouais, dingue. Et j'ai toujours gardé ce truc dans la tête parce que non seulement le produit était vraiment excellent et toutes les personnes à qui j'ai fait découvrir ça sont devenues des aficionados de ce machin. Et je me suis toujours dit, mais c'est dommage de ne pas emmener ça plus loin sur un pain rond avec de la frite, de la boisson, dans un vrai restaurant et de créer un vrai univers autour du burger à la française. Et alors maintenant que je te dis ça, il faut aussi se souvenir qu'en 2000, en France, n'existe que McDo et Quick, que Burger King n'est même pas encore revenu, puisque Burger King est revenu, je crois, en 2013 ou 2014 à peu près. Et toutes les autres chaînes américaines, évidemment, n'étaient pas encore sur le créneau. Donc, j'avais cette idée dans un coin de ma tête. Et puis, quand en 2013, j'ai vu qu'émergeait dans le secteur de la restauration les premières enseignes spécialisées dans le burger gourmet, je me suis dit, mais attends, ça, c'est mon idée depuis des années. À mon tour d'y aller. Et là, il faut, si tu me passes l'expression, porter ses couilles. Et puis, il faut, du jour au lendemain, se dire, je vais plaquer mon boulot de salarié pour devenir chef d'entreprise. Okay. Et faut être un peu inconscient, voire complètement fou pour faire ça, surtout quand on n'a pas de diplôme, quoi. Donc j'ai eu, moi, dans les premiers mois, quand j'ai expliqué autour de moi que j'allais me lancer dans ce projet, j'ai eu que des freins.
Tout le monde m'a dit, mais non, mais fais pas ça, t'as pas de formation, t'as pas fait de stage dans la restauration, tu te rends pas compte à quel point c'est difficile. Et ça, c'est un peu très franco-français quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. T'as l'impression que tout le monde essaye de te décourager, alors que jamais je regretterais ce que j'ai fait, parce que même si aujourd'hui on traverse des grosses difficultés dont on parlera certainement, mais voilà, j'ai quand même entrepris tout ça en partant finalement de zéro, quoi. Quoi c'est faisable. Comment t'as fait pour faire sauter ces freins ? Toutes les personnes qui t'ont dit de ne pas le faire, comment t'as fait pour mettre de côté et te dire vas-y je le fais quand même ? Je pense que pendant 6 mois je me suis posé des questions dans tous les sens. Et puis alors moi j'ai un peu le travers de le dernier qui parle a raison, quoi. C'est que dès que t'as un pote qui te dit oh écoute, faudrait quand même que je te dise, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée, j'ai vu qu'il commençait déjà à y avoir des concurrents, il n'y a pas de place sur ce marché, alors que c'était un peu tout l'inverse, si tu veux. Moi quand j'ai ouvert mon premier resto à Lyon, il existait que 7 restaurants spécialisés dans le burger gourmet. Aujourd'hui sur l'ensemble du Grand Lyon, je pense qu'il y en a 300 ou 400, quoi. Donc il y avait encore largement une place à se faire. Donc c'est des moments qui sont très difficiles. Tu as vraiment l'impression que tu vas faire un saut à l'élastique et t'es pas sûr d'avoir l'élastique au bout des pieds, quoi. Mais bon, en même temps, à l'époque j'ai 31 ans, j'ai une conjointe mais on n'a pas encore d'enfants, j'ai pas encore tous ces impératifs familiaux, une pression financière pas énorme, c'est-à-dire que je pouvais potentiellement me planter, que ça aurait pas été trop dommageable. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué quand tu as une vie de famille, des engagements, etc. Mais à un moment donné il faut se dire j'ai une idée, je l'ai chevillée au corps, moi dans ma tête c'est très clair, je sais où je veux aller, même si je t'en parle là à des copains en 5-10 minutes, ils se rendent pas compte que c'est un projet que tu mûris depuis des années et puis faut y aller, quoi, à un moment donné. Mais je pense que n'importe quel chef d'entreprise, peu importe le secteur, un ouvrier, un chef d'entreprise dans le bâtiment ou un PDG d'une boîte du CAC 40, tout le monde s'est posé ces questions et tout le monde passe encore par des phases de doute, qui plus est avec la période actuelle qu'on traverse. Des périodes de doute, elles sont permanentes et encore heureux, parce que si tu te poses pas la question de l'échec et comment l'affronter, tu te remets pas en question, quoi. Et c'est vrai que là actuellement, il me semble que toi tu as monté ton entreprise en 2013, si je ne me trompe pas. C'est ça. Est-ce que tu réexpérimenterais, tu remonterais une entreprise en 2025, ou tu penses que c'était propice à l'environnement et au contexte de 2013 particulièrement ? Alors 2013 était très propice au burger, parce que je pense que c'est un peu comme la pizza et le sushi, il y a des modes dans la bouffe. Et il y en a de plus en plus qui sont de plus en plus courtes et de plus en plus fortes et qui sont un petit peu des feux de paille, qui disparaissent aussi vite qu'elles apparaissent. Okay. La pizza, le sushi, c'est des plats qui sont rentrés dans la culture culinaire des Français, et le burger aussi. Le burger était déjà bien installé avec McDo. Il faut quand même savoir que c'est le 2e marché au monde, hein. On est des grands consommateurs de burgers après les Américains, hein. Et devant les Anglais qui sont aussi des très grands consommateurs, mais la France est un marché extrêmement porteur pour le fast-food et le burger. Donc c'était le bon moment pour y aller. Et pour aller plus loin dans la question, est-ce que 2025 est le bon moment ? Non, absolument pas, mais je vais quand même le faire, puisque là au mois de septembre je lance un nouveau concept de sandwicherie qui va s'appeler Do You Sandwich. Du sandwich haut de gamme. Je vais un peu faire ce qu'on a fait avec le burger, mais avec du sandwich. Si tu veux, va manger dans un Subway, c'est dégueulasse, c'est immonde, le pain est sec, les légumes ont aucun goût. Ouais. Nous on veut faire la même chose, mais avec des bons produits, comme ce qu'on a fait finalement avec le burger. Et l'idée c'est aussi de se dire que le marché du burger, il est quand même un peu en déliquescence, c'est pas facile, on est beaucoup d'acteurs sur le marché, et que moi aussi ça me fait du bien intellectuellement d'aller me lancer dans un nouveau projet. Donc ça c'est le projet de la rentrée, ça devrait ouvrir d'ici 2 mois. Donc mon cerveau est beaucoup accaparé par ça en ce moment. Ouais. Ok, génial. Ouais. Tu m'as parlé aussi à un moment que tu avais des enfants, du coup tu as une vie de famille. Comment toi actuellement, avec une vie de famille, donc des responsabilités supplémentaires, tu arrives à lancer de nouveaux projets, ou même à te mettre dans une position qui va te mettre en difficulté, en challenge? Ouais, et puis il y a une autre difficulté que tu superposes à ça, c'est que je suis aussi en pleine séparation, donc on alterne la garde une semaine sur 2, donc une journée comme aujourd'hui, ils sont là en train de rôder, de nous écouter. Je les ai emmenés avec moi. Alors j'adore parce que on va finir le podcast et puis on va aller au bureau. C'est un peu les mascottes du bureau, tout le monde les connaît, et puis j'aime bien qu'ils baignent un petit peu dans la vie des adultes et dans le monde de l'entrepreneuriat, qu'ils voient ce qu'est la réalité de leur papa au travail,
qui enchaînent des fois des réunions du matin au soir. Hier, on a une réunion qui a démarré à 10h et qui s'est terminée à 16h en partie. J'ai dû rentrer faire 2-3 courses avec les enfants et puis à 17h, je me suis reconnecté pour la finir en visio jusqu'à 18h. Tu vois, c'est des journées comme ça. J'ai envie qu'ils voient que c'est le travail qui paye et que la vie des adultes, elle est rythmée par ça et que c'est aussi des moments des fois qui sont difficiles. Et puis je leur dis d'ailleurs que des fois c'est complexe. Et là, lancer un nouveau projet au milieu de tout ça, en fait, comme on alterne la garde des enfants une semaine sur 2, ça m'oblige la semaine où je les ai pas à vraiment taffer fort et la semaine où je les ai à travailler un petit peu en séquencé, c'est-à-dire que le soir quand ils sont couchés, je vais recommencer à travailler ou le matin essayer de commencer un petit peu plus tôt, mais c'est sûr que ma productivité les semaines où je m'occupe des enfants, tu la divises par 2 parce qu'en plus tu les as vus, ils viennent te voir toutes les 2 minutes, ils t'accrochent le pantalon en disant papa j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, donc ils sont jeunes en plus. Ouais, ils ont 7 et 9 ans et ils affectent des fois un peu ma concentration, mais c'est que du bonheur quand je les ai avec moi. Ouais. Donc voir autant de productivité, t'es quand même quelqu'un qui va faire des choses que je ne constate pas généralement, surtout que tu m'as dit que tu venais de la fac auparavant. Ouais. Qu'est-ce qui toi t'a donné envie de travailler autant? Qu'est-ce qui t'a passé cette culture de l'autodidacte? Comment on appelle ça? L'autodidactie, peut-être, ouais. Je ne sais pas si c'est le cas, mais il y aura des fact-checkers qui regarderont si c'est le cas, mais je pense que ça doit être ça. Écoute, moi je suis issu d'un milieu familial. Mon père était postier, syndiqué, cégétiste, communiste, et qui rêvait que d'une chose quand il est rentré dans la vie active, c'était de partir à la retraite. Donc toute ma vie, j'ai entendu mon père parler de la retraite. Et il est rentré à la Poste, parce qu'à l'époque, on partait à la retraite plus tôt que partout ailleurs. Donc je te laisse imaginer, le travail, c'était pas son dada. Okay. Les patrons étaient tous des salauds et des vendus qui exploitent les salariés. Donc j'ai grandi dans cet univers. Donc, autant te dire qu'aujourd'hui, si tu me mets à côté de mon papa, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est un peu 2 salles, 2 ambiances, quoi. Okay. Et c'est peut-être quelque part en réaction à ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et puis surtout, il a dit une phrase un jour, moi, qui m'avait beaucoup marqué. Il avait dit, je ne sais plus dans quel contexte, mais il a dit « Nous, les Ecker, donc notre famille, nous serons toujours des petites gens. » Et ça m'avait... Je sais pas, je me suis dit « non, moi je ne ferai pas partie des petites gens toute ma vie. Je suis issu, encore une fois, d'un milieu modeste, je crache pas dans la soupe et sur personne. Mais je me suis dit, moi, ma vie, ça va pas être ça, quoi. Moi, j'ai envie d'accomplir des rêves, j'adore voyager. Voyager, malheureusement, ça coûte de l'argent. Mais je vais me donner les moyens de voyager. J'aimerais bien avoir une vie assez confortable pour moi et pour mes enfants, pouvoir les mettre dans une bonne école, ne pas les priver dans la mesure du possible. Alors c'est peut-être un petit peu égoïste, mais du coup, je me suis décarcassé pour ça. Pas pour avoir une belle voiture ou pour m'acheter des fringues et en avoir plein les placards, mais pour bénéficier d'un certain nombre de biens immatériels que j'aime bien, aller au resto, pas toujours compter quand il faut dépenser, parce qu'à la maison, ça comptait tout le temps et c'est pas toujours très agréable parce que ça crée aussi des tensions dans la famille. Et je me suis battu pour ça, justement, pour pas faire partie des petites gens, quoi. Ouais. Ok, super. Ok, et du coup, tu nous as dit aussi que tu avais appris par toi-même, que c'est quelque chose que tu as un peu auto-digéré et que tu as créé. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est inné ou est-ce que tu as appris au fur et à mesure à apprendre? C'est un peu bête de le dire. Ouais, très bonne question. Alors, je suis dans un métier qui a l'air, vu de l'extérieur, qui a l'air simple. Faire du burger. On se dit, en fait, c'est de la viande que tu fais cuire à la plancha, c'est du pain que tu fais un peu toaster, des légumes, une sauce et emballer, c'est pesé. Ouais. Une fois que tu as dit ça et que tu te rends à l'opérationnel, c'est beaucoup plus complexe que ça. Créer une recette équilibrée de burger, c'est un travail, c'est de l'ordre du millimètre, quoi. Avoir le bon fromage qui s'associe avec les bons légumes, la bonne sauce qui apporte le petit twist, toujours un petit peu d'acidité, etc. Pour que l'alchimie du goût fonctionne. Je veux dire, reproduire un Big Mac, c'est pas à la portée de tout le monde, quoi, tu vois. Donc c'est pas simple, mais vu de l'extérieur, on dirait qu'il y a peu de barrières à l'entrée dans ce métier du burger. Donc moi, j'ai commencé un peu naïvement comme ça, en me disant c'est facile. Mais en fait, quand je me suis rendu compte que moi, les valeurs que je voulais défendre, c'est on fait de la frite maison, on hache la viande sur place,
on tranche les charcuteries sur place. Bah, tout ça, ça demande un petit peu de technicité, quoi. Okay. Donc, les premiers mois, je t'avoue, j'étais dans mon resto de 7h du mat à 23h du soir et je m'époumonnais, quoi. Okay. Je faisais des desserts maison, etc., qui en plus se vendaient pas. Donc, après, avec le temps, assez vite, tu te raisonnes. Tu dis à quoi ça sert de passer 3 heures par jour à faire des cheesecakes pour vendre 3 parts par jour à 4 €, quoi, si tu veux, quoi. Donc, si tu ramènes ça à ta productivité horaire, c'est pas très bon, quoi. Donc, après, tu rationalises un petit peu les choses. Mais oui, moi, j'ai appris à apprendre et j'apprends encore beaucoup de tous mes collaborateurs parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas de honte à dire que de toutes les personnes qui m'entourent au siège, je suis le plus mauvais. Mais moi, mon métier, c'est juste d'être chef d'orchestre, en fait. Moi, je joue pas du sous-bassophone, du tuba et du violoncelle. Ça, c'est les autres qui jouent ça. Moi, je suis celui qui bat la mesure et qui donne le tempo et qui distribue les projets aux autres, quoi. Donc tout ça, tu l'as vraiment appris sur le terrain. Il n'y a pas eu de guide, de personnalités qui t'ont inspiré ou de... Non, j'ai fait un coaching il y a 2 ans de ça parce que j'étais vraiment dans le creux de la vague et je sentais que j'étais un peu au bout de mes ressources et qu'il fallait un petit peu rebooter le logiciel. Donc j'ai fait un coaching pendant 6 mois avec un type absolument génial qui s'appelle Olivier Gignoux, et je disais toujours Gignoux, t'es vraiment génial, ce qui faisait beaucoup rigoler. Et lui m'a beaucoup orienté, il travaille beaucoup la bibliothérapie, donc ça a commencé avec des bouquins, quoi. On se revoit dans 2 semaines, il faudrait que tu aies lu tel et tel bouquin. Okay. Et ça a commencé comme ça, test de personnalité, et puis on est rentré progressivement dans la vie de l'entreprise, et un jour, il m'avait demandé de lister toutes les personnes de la boîte qui travaillaient avec moi. Et on était une quinzaine à ce moment-là. Il me faisait parler de ces gens. Il avait divisé son tableau en 4 cases et il mettait des croix, il écrivait les prénoms des gens, etc. Et puis à la fin, il rebouche son stylo, il le pose sur la table. Il dit « Putain Yves, on va s'éclater. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Il dit « Mais là, les 3 là, eux, on va les virer. » Pardon. J'étais offusqué. Je dis, mais tu te rends compte? Ça, c'est des gens qui travaillent. Il y en a un qui bossait pour moi depuis 4 ans, l'autre depuis 5 ans, l'autre depuis 3 ans. C'est des cadres qui font partie du CODIR et tout. Il me dit, mais ces gens-là, ils polluent ta boîte, quoi. Et ben, tu sais quoi? 12 mois après, je l'ai rappelé en lui disant, Olivier, tu avais raison. Il y en a 2 que j'ai virés et il y en a un qui est parti de lui-même. Et depuis, ça va beaucoup mieux dans la boîte, quoi. Ouais. Donc, en fait, des fois, il faut juste se décentrer et avoir des mecs qui viennent secouer le cocotier. Parce que tu baignes tellement dans ton jus, tu résonnes avec tes automatismes et tes vieilles marottes, mais tu n'es plus assez conscient des enjeux et de comment aborder les sujets du quotidien, quoi. Et lui, il m'a fait beaucoup de bien, quoi. Et je continue du coup à lire des livres. Tu vois, là en ce moment, je lis un truc qui s'appelle Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, qui explique à quel point c'est pas grave de se planter et qu'en France on n'a pas la culture de l'échec, il faudrait qu'on le cultive. Okay. Et c'est des ouvrages qui moi me font des fois plus avancer que un CODIR, etc. Quoi. Ouais. C'est sur quoi est-ce que vous vous êtes rendu compte que ça pouvait être des éléments perturbateurs pour ton entreprise? En fait, qui nageait à contre-courant, que il partageait pas toujours les valeurs de l'entreprise, okay. Que certains étaient toxiques, okay. Toxiques. Des gens qui pouvaient par derrière faire passer des mauvais messages ou aller à contre-courant de la direction, alors qu'il y a un pronom qui est super important dans une entreprise, c'est le nous et on. C'est qu'à partir du moment où on valide un projet ensemble et qu'en plus derrière, nous, on a toute une chaîne donc avec des franchisés, il faut prêcher la bonne parole auprès d'eux, il faut leur vendre le projet, et c'est plus c'est nous. Et même si tu n'étais pas d'accord à la base avec le projet, et ça m'arrive encore à moi aujourd'hui, à partir du moment où on l'a validé ensemble et que nous avons décidé que ce nouveau produit, on va le lancer à la carte, etc., nous devons le défendre collectivement et on ne peut pas nager à contre-courant, quoi. Et même si à la base, tu n'étais pas d'accord et peut-être qu'au moment où il faut défendre le projet, tu n'es toujours pas d'accord, et le nous de l'entreprise, celui-là, il doit être chevillé à ton corps. C'est la boîte qui te paye, qui te rémunère à la fin du mois. Donc tu te bats pour les directions qui ont été prises collectivement par l'entreprise, quoi. Okay. Il faut porter et assumer le projet, entre autres. Complètement. Okay. Ouais. C'est super intéressant les sujets d'entrepreneuriat. Moi, ça me parle beaucoup. Je pourrais en parler pendant plusieurs heures. Pour recentrer un peu ce sujet sur ton entreprise et sur les burgers, ce que je peux te proposer, c'est qu'on écoute un micro-trottoir. Ouais. On est parti poser des questions aux personnes dans la rue sur plusieurs thématiques. On va les écouter ensemble et on pourra réagir derrière. Allez, c'est parti. Est-ce que vous avez l'habitude de commander à manger? Moi, oui. Moi, non. Non. Ouais, ça arrive. Non. Non. Non, pas du tout. Ouais, très souvent. Est-ce que vous pouvez me citer 3 façons pour trouver un restaurant sur Lyon? Uber Eats, se promener dans les rues
ou les réseaux sociaux, TikTok ou les pubs Instagram aussi. Toi, Deliveroo. Les prospectus qu'on donne dans la rue. Ok. T'es déjà allé à un restaurant avec un prospectus? Non. Sur les réseaux sociaux? Sur Internet. Moi, je vais beaucoup dans les restaurants que je connais, par le bouche à oreille et par les habitudes. Sur le petit paumé, qu'il y a toutes les bonnes adresses de Lyon. Et après, à côté de ça, sinon, je recherche sur Internet ou directement sur Uber. Je regarde les restaurants qu'il y a autour de moi. Ok, donc on vient de lancer le micro-trottoir. Je pense qu'en sujet de communication, il y a des choses à dire. Il y avait beaucoup de sujets qui ont été abordés. Lequel tu as envie de traiter en premier? Eh ben, je trouve que c'est assez génial parce qu'en 1 minute, là, tu as résumé à peu près toutes les différentes méthodes j'allais dire presque de référencement personnel des restaurants. Tu vas avoir les jeunes qui vont te dire moi, je choisis un restaurant par Uber Eats. Donc on comprend qu'il y a ces habitudes de consommation de la livraison qui sont très installées, ou par TikTok. Nous, on est très actifs sur ce canal. On a mis du temps à comprendre qu'effectivement, du bon contenu food porn ou POV sur TikTok, ça faisait venir des gens au restaurant. Ouais. T'as ton quinca qui te dit « Ah bah moi, c'est les restaurants de quartier, c'est le bouche à oreille, etc. » T'as le quarantenaire qui, lui, te dit « C'est sur Internet, le petit paumé, encore une bonne référence lyonnaise. » Donc, on a un panel là, super large. Et puis, alors, la fille qui nous dit qu'elle, c'est les prospectus. Et est-ce que tu es déjà allé dans un restaurant parce qu'on t'a donné un prospectus? Bah non. Ça nous ramène à la question du street marketing tout à l'heure. Ça ne marche plus, clairement. Oui, carrément. Du coup, là, il y a vraiment plusieurs spectres qui ont été abordés, plusieurs façons différentes de s'informer. J'imagine aussi que depuis 2013, du coup, ça a dû pas mal évoluer. Ah oui. Comment est-ce que vous vous dites, OK, il faut se concentrer sur telle chose, peut-être revoir cette stratégie-là? Comment vous avez fait pour choisir et même évoluer en fonction des années, du coup? Alors, des contenus très différenciés en fonction des plateformes. On va des fois avoir du contenu qu'on va shooter partout, sur Facebook, Insta, TikTok et même LinkedIn. Alors, c'est assez rare parce que LinkedIn, ça reste un contenu plus un peu B2B pro, etc. Un peu des coulisses du métier, plus lié à l'entrepreneuriat et ce qu'on est en train de faire là. Mais par exemple, c'est moi il y a 4 ans qui ai dit à mes équipes, il faut absolument qu'on crée un compte TikTok, quoi. Et et pourtant je suis pas très utilisateur, tu vois, mais j'ai une vision des fois un peu sociologique des choses. J'entendais parler que de ça partout autour. Je voyais que les jeunes étaient plus TikTok qu'Instagram. J'ai vraiment dans ma tête, j'ai segmenté ce truc. TikTok pour moi c'est vraiment les 10, 25 ans. 25, 35, tu vas avoir les Instagrammeurs et puis au-delà, Facebook. Alors c'est comme ça que je me suis le représenté dans ma tête et les quelques études que je lis là-dessus, je suis pas complètement à côté de la plaque. Oui, c'est ça, ouais. Et puis donc aujourd'hui, surtout la vraie réalité, de la façon dont ça a évolué, c'est que faire du bon contenu, très bien, c'est une chose. Bien le diffuser, utiliser tous les outils de ciblage stratégique, les meta-ads et compagnie qui sont des vraies usines à gaz mais qui sont des vraies mines d'or, c'est super utile. Et moi il y a un autre truc auquel je crois beaucoup et je pense que c'est le prochain levier qu'on va actionner, c'est un petit peu plus cher, c'est la télé segmentée. Donc tout ce qui est publicité en pré-roll sur les replays par exemple, avant de regarder ton truc sur TF1 replay, tu as toujours 2 ou 3 pubs et puis là pour le coup tu peux avoir un ciblage extrêmement fin. Je peux aller chercher les personas de 37 ans dont les centres d'intérêt sont les voyages, la bouffe américaine, le végétarisme et aller leur envoyer une pub ciblée chez les burgers de papa. On fait aussi des burgers végétariens par exemple. Tu vois. Donc je crois que là il y a un investissement temps de notre côté à aller mettre sur ces outils de communication auxquels moi je crois énormément. Et ce ciblage-là, il est réalisable aussi, il me semble, sur les réseaux sociaux, je crois. Je ne sais pas si c'est autant ciblé possible. Ah si, tu peux aussi, et c'est d'ailleurs tout ce qu'on fait dans nos campagnes. Ouais. Là, par exemple, je te donne un exemple. On a fait une offre pour tous les bacheliers. Alors, c'est déjà très segmenté. Si tu as ton bac, tu viens chez les burgers de papa, ton menu est à moins 50%. Donc déjà, il faut aller trouver les bacheliers. Et là, ça a été difficile parce que du coup, on a fait le truc différemment, c'est qu'on a ciblé la tranche des 17, 20 ans, un truc comme ça, en prenant en compte les redoublants et ceux qui ont potentiellement sauté des classes. Et on les a targetés sur Instagram uniquement. Ça n'a pas bien transformé en restaurant, on est
c'était peut-être un petit peu trop le bout de l'entonnoir d'aller cibler juste les bacheliers. Mais ça nous a quand même permis de créer une newsletter, de montrer qu'on est derrière les étudiants, qu'on fait de la promo pour eux, de continuer à développer la notoriété. Moi, je tiens aussi beaucoup à ce qu'on fasse de la newsletter 2-3 fois par semaine pour apparaître dans les boîtes mail des gens avec le titre « Les beurreurs de papa » pour imprimer inconsciemment toujours la marque, tu vois. Alors, ce qui est sûr, c'est que plus tu leur en envoies, plus tu as de gens qui vont se désabonner parce qu'ils nous disent ils nous saoulent à nous écrire tous les 3 jours. Mais je crois que cultiver la notoriété de la marque, ça passe aussi par ça. Ok. Aussi, donc, ce qu'on avait abordé dans le micro-trottoir, c'était les méthodes de livraison. Ouais. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est appliquée pour les méthodes de livraison? Est-ce que ça a été réfléchi, pensé? Que oui, parce que ça représente plus de 30% de notre business aujourd'hui. La livraison, c'est un peu en décroissance. On a même représenté beaucoup plus. Donc il y a 2 acteurs, Uber et Deliveroo. Uber qui est un peu en perte de vitesse et avec qui en plus les relations s'enveniment parce que je vais te passer les détails, mais ça devient de plus en plus cher de travailler avec Uber. Moi, si demain j'arrivais à ouvrir un restaurant dans lequel je n'ai besoin ni d'Uber ni de Deliveroo, mais je signe tout de suite et j'ouvre la meilleure bouteille de champagne. Malheureusement, c'est devenu un mal nécessaire, presque un cancer, et j'ai pas honte de le dire. Et je sais que ces gens souvent regardent ce type de podcast qui plus est et ils n'hésiteront pas à me faire un retour en me disant tu peux pas dire ça de nous, on est des partenaires. Mais moi je les considère pas comme des partenaires parce qu'on a finalement été pris en otage par Uber et Deliveroo qui nous poussent à faire de l'offre permanente parce que quand tu ouvres ton application Uber et Deliveroo, les premiers trucs que tu vois, c'est les offres. Et en général, les gens vont pas beaucoup plus loin. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a 50% des produits qu'on vend en livraison qui passent par des offres. Donc le comble, c'est que tu peux te faire livrer chez toi à la maison un menu beurreur de papa qui va te coûter moins cher que quand tu viens au restaurant. C'est un comble, hein. On sait que c'est absurde en fait. Donc le mec a payé sa livraison, nous on a payé des commissions là-dessus, des frais de marketplace, etc. pour qu'à la fin ça lui coûte moins cher qu'en restaurant. Mais c'est devenu malheureusement un mal nécessaire parce que si on ne fait pas de promo, on se coupe de quasiment la moitié du flux et du chiffre d'affaires et ce qu'on ne prend pas nous, on va le laisser aux concurrents, tu vois. Donc en termes de rentabilité, c'est un peu cancérigène quoi. Cancérigène. Ça sert à écraser un petit peu les charges fixes et créer du chiffre d'affaires pour du chiffre d'affaires, mais ça n'a pas un très grand intérêt. Mais bon, il y a aussi un côté vitrine, tu vois, quand tu ouvres Uber et que tu vois les beurreurs de papa, même si tu n'as pas commandé chez moi, c'est le même principe que la newsletter, au moins j'ai popé dans ta tête, je me suis affiché quoi. C'est vrai que je me posais la question, tu sais, avant les pizzerias, il y avait les livreurs là, qui étaient affiliés par les pizzerias directement, qui étaient embauchés par les pizzerias directement, et je me demandais pourquoi on était passé au système d'Uber, mais du coup c'est juste pour le principe de vitrine, quoi, si les restaurateurs se mettent sur l'application. Et aussi parce que à la fin des fins, c'est quand même un peu moins cher. Moi, j'ai pendant de 2014 à 2017, j'ai eu ma propre flotte de livreurs. On a fait partie des seuls à Lyon à avoir notre flotte de livraison. C'est un enfer à gérer. Je l'ai dit 1000 fois, mais les 2 plus beaux jours de ma vie, la naissance de mon premier enfant et le jour où on a arrêté cette livraison. À ce point-là. Que des ennuis. Patron, je peux pas venir parce qu'il pleut. Patron, faut me chercher sur l'autoroute, j'ai fait un accident. Mais qu'est-ce que tu fous avec un scooter sur l'autoroute? Patron, je me suis fait arrêter par les flics, je suis à la gendarmerie, j'ai pris une rue à sens unique. Qu'est-ce qu'on fait? Patron, je te jure, j'étais sûr d'avoir les clés sur moi, mais finalement, je pense que je les avais laissées sur le scooter. Je suis redescendu, il a été volé. Que des histoires comme ça. Patron, je suis en panne sèche à l'autre bout de Lyon. Comment on fait? Donc ça a été comme ça tous les soirs. Mon Dieu, donc je pense qu'on a tous eu les mêmes problèmes. Donc les Pizza Hut, Domino's et compagnie, le jour où ils ont pu se défaire de ça, parce que les sujets assurantiels, les assurances là-dessus, ça coûte une fortune. Les réparations, les casses, c'est un enfer. D'accord. Vous avez refilé la patate chaude, quoi. Complètement. Génial. Aussi, il y a une nouvelle chose qui commence un peu à émerger. Moi, je l'ai vu à la campagne, ce qui m'a profondément choqué un peu, parce que je pensais que ça allait être épargné. Je sais pas si tu connais un peu les dark kitchen. Ou même tu sais, il y a maintenant à la campagne. Alors avant, on avait une pizzeria qui venait le samedi dans mon petit village. C'était pas forcément très bon, mais au moins ça apportait un peu de commerce. Il y avait vraiment 800 habitants, donc il y a vraiment rien, tu vois, de base. Et très reculé dans les monts du Lyonnais. Et donc cette pizzeria qui était pas très bonne, au moins arrivait à se faire un peu de chiffre d'affaires et à apporter un peu de nouveauté au village. Mais il y a récemment, je crois, il y a un mois, même pas, ils ont mis une sorte de cabine qui fait des pizzas préparées et chaudes en quelques minutes et qui était meilleure et moins chère que la pizzeria. Donc, alors, ils venaient quand même s'installer le samedi le soir, la pizzeria dans leur petite fourgonnette. Sauf que juste à côté, il y avait la borne
et les gens passaient devant la pizzeria et achetaient la bande directement. Alors, t'as quand même donné 2 infos importantes. C'est que c'est meilleur et moins cher. Ouais. Partant de là, le pizzaiolo, il a beau être aussi sympa qu'il veut dans son camion, il tient pas la corde, quoi. Donc, moi, à l'inverse de ce que tu penses, parce que moi aussi, je suis issu d'un village du fin fond de la campagne, et alsacienne, 500 habitants, vraiment très reculé de tout. Et j'ai constaté depuis quelques années qu'il y en avait de plus en plus de ces distributeurs de pizza. Il y a aussi un distributeur à pain, où tous les matins, le boulanger vient, il fait sa tournée à 4 heures, et il met du pain dans cette machine, et puis au lieu de prendre la voiture le matin et faire 7 km pour aller chez le boulanger, tu descends sur la place du village pour chercher ça. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, mais c'est sûr que si tu mets ton pizzaiolo à côté, le mec, malheureusement, il est mort. Mais c'est un peu... et là, ce qu'on peut regretter, c'est peut-être... si le mec il en a installé 10 dans un périmètre proche, c'est qu'il va tuer peut-être un petit peu tous les pizzaiolos. C'est un peu ce qu'on pourrait reprocher aussi à Marie Blachère. Marie Blachère, les boulangeries, c'est plus de 800 points de vente aujourd'hui en France. À chaque fois qu'ils ouvrent, les boulangers qui sont dans les 500 mètres aux alentours, ils claquent presque tous les uns après les autres parce que leurs produits sont moins chers, ils sont souvent meilleurs, même si tout sort du congélateur. Et c'est une bien triste réalité. Donc on arrive à une ère d'une certaine uniformisation. Et je comprends ton point de vue, mais je défendrais presque plus là le mec qui a eu l'intelligence d'aller mettre ses boîtes à pizza partout, parce que ton pizzaiolo, il est peut-être là le vendredi soir de 20h à 23h. Mais le dimanche midi, si tu as envie d'une pizza, tu es peut-être content d'avoir ton distributeur, tu vois. Carrément. Ça apporte du commerce un peu en permanence comparé à juste le samedi soir. Exactement. Donc c'est quelque chose de positif. Un jour, serait possible un burger de papa en distributeur ou pas? Tu sais qu'il y en a qui ont essayé. C'est vrai? Ils se sont viandés. En fait, le problème de mon produit, c'est que le burger, il faut faire cuire une viande sur une plancha chaude. La pizza, tu peux faire au four. C'est d'ailleurs ce qu'ils font là, dans ces fameux distributeurs. Ils font une cuisson à 80% dans un four, dans un laboratoire. Et puis ensuite, ils mettent ça dans ton distributeur qui est réfrigéré. Et tu as une deuxième cuisson qui se fait, soit tu l'as fait chez toi à la maison, ou alors tu as les 20% de cuisson qui restent, qui sont faits minutes, et ta pizza sort chaude. Avec la pizza, tu peux le faire, peu importe ce que tu mets dessus. Mais nous, faire un burger chaud avec une viande cuite et ensuite le remonter en température, c'est strictement impossible. Le produit va être absolument infâme, quoi. Achète un steak en supermarché qui est micro-ondable, mange ça, c'est une horreur. Achète des burgers surgelés, ça existe. C'est dégoûtant, quoi. On mangeait quand on était ici avec mes frères, c'était horrible. Ah ouais, non mais bon, par contre, le prochain millionnaire, c'est le mec qui arrive à créer des burgers de la qualité d'un McDo et autres, etc., dans un distributeur comme ça. Mais je crois qu'il n'est pas encore né, celui-là. Ça ne marchera pas forcément tout de suite. Donc, il faut que le service, la nouveauté un peu soit corrélée et réalisable avec le produit, donc chose qui n'est pas le cas avec les hamburgers. Et pour en revenir à cette histoire de distributeur, le distributeur de burgers, il faudrait une avancée technologique quand même très très forte et de la robotisation, mais c'est beaucoup plus complexe qu'une pizza, quoi. Ok, et en termes de nouveautés aussi, il y a un sujet qui commence à émerger, que tu as pu voir un peu dernièrement, c'est, je sais pas si tu l'as vu ou pas, j'imagine en tant que restaurateur, les restaurants créés par les influenceurs. Ouais, qui me filent des boutons. Ok. Alors ça, pour moi, c'est le feu de paille typique. Alors, il y a eu une ruée vers l'or avec le burger parce que tout le monde s'est dit ce truc est super facile, tout le monde aime les burgers, ça a remplacé le steak frites dans les restaurants. Aujourd'hui, moi quand j'étais gamin au restaurant, le plat classique c'était le steak frites. Aujourd'hui, quasiment dans toutes les brasseries, le steak frites a disparu et a été remplacé par le burger. Est arrivée cette vague du burger gourmet avec nous, plein d'autres acteurs, etc. Et puis sont arrivés les influenceurs. Qui ont commencé, les influenceuses, à faire des collabs sur du make-up, etc. Ensuite, avoir leur propre marque, etc. Et il y a 2-3 crétins qui ont poussé le truc encore plus loin en se disant tiens, ici, on faisait la même chose avec la bouffe. Alors, il n'y en a qu'un seul, pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors moi, je suis très mauvais en nom des influenceurs, mais c'est celui qui a créé la marque Pepe Chicken. Fast Good Cuisine. Exactement. Ouais. Ce produit est bon. D'accord. Ce produit, on l'a goûté. Ce produit, il ressemble à quelque chose. Il y a un packaging, il y a un truc qui aboutit, il y a de la recherche culinaire. Puis c'est connu sur Lyon, c'est un petit peu. Ouais, moi, j'en entends parler aussi. Ouais. Mais alors, tous les autres, j'ai beaucoup de respect pour le sportif qui était Sébastien Chabal, le rugbyman. Mais quand lui se lance dans du burger, comme il vient de le faire dernièrement,
en marque, en dark kitchen sur les agrégateurs Uber et Deliveroo. Je veux dire, laisse ta place à ceux qui savent faire, quoi. Et il y en a des comme ça dans tous les sens, en permanence. Alors ça fait un petit peu de bruit, ils ont une communauté, donc ça va monter comme ça en flèche. Mais si derrière, encore une fois, c'est le même principe que ce que je te disais tout à l'heure, faire venir les gens une première fois, on y arrive, tu les fais revenir seulement une deuxième fois si c'est bon et que le rapport qualité-prix est au rendez-vous. Nous, tous ces trucs-là, dès qu'ils sortent, on les teste. Ça ressemble à rien, quoi. Franchement, je vais te dire une chose. Travailler une recette de burger. Chez nous, quand on lance des burgers de saison, on en a tous les 2 mois. On est minimum 6 autour de la table à prendre le cahier des charges et à se dire, tiens, là, au mois de novembre, c'est une saison hivernale, qu'est-ce qu'on va trouver comme fromage un peu rassurant, qu'est-ce qu'on va rajouter comme sauce, à quel événement de l'actualité on va le raccorder ou comment on va rebondir sur la saison avec ce produit, etc. C'est une réflexion de fond qui demande des dizaines d'heures en collectif à plusieurs, quoi. Okay. C'est pas, tiens, je me suis réveillé, tiens, je vais prendre du bœuf, un bout de cheddar, un petit peu de salade, une tomate et comme sauce. Bon, je sais pas, on va regarder ce qu'ils vendent là à métro ou en grande surface. Je vais te mettre un ketchup Amora mélangé avec une moutarde américaine et emballer, c'est pesé. C'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Et moi, j'aurais pas construit une aventure de 12 ans si j'avais raisonné comme ça, quoi. C'est un vrai travail de fond, de la recherche. Donc, tous ces influenceurs aujourd'hui nous font un tort monstrueux parce qu'en plus derrière ils dénaturent la qualité d'un produit, ils vendent du burger gourmet au même prix que nous, mais pour des produits qui la plupart du temps sont pas aboutis. Je dis pas qu'ils sont pas nécessairement pas bons, mais qui sont juste pas aboutis. C'est du marketing pur et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, les modes sont de plus en plus fortes et de plus en plus courtes et là on est dans des petites modes comme ça, des petits appoints qui viennent nous foutre des cailloux dans les godasses et je les conchis. C'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. Et vu que c'est leur, en même temps, si c'est pas leur domaine de prédilection, c'est vrai que c'est des influenceurs. En même temps, ça me fait penser à une chose. Je sais pas si tu connais Mister V. Influenceur. Non. Ok. Ouais, c'est très nul en influenceur. Ouais. C'est un influenceur qui est assez populaire par les jeunes et qui, il me semble, lui, a été rattaché à une marque de pizza qui existait déjà. Ouais. Chose qui a fait, je pense, une bonne communication pour la marque de pizza. Et je sais que ça fonctionne, ça tourne, que les gens maintenant le reconnaissent comme certainement une des meilleures pizzas surgelées. Ça s'appelle de l'égérie, ça. Ça, d'accord. L'égérie, ça, ok. Ça, et ça, on s'y est déjà intéressé. On a interrogé des personnalités. On s'est demandé si on pourrait associer leur image sur un burger de saison, par exemple, genre un sportif ou un acteur, et créer un burger à son nom en lui payant une partie de royalties et puis un droit à l'image. Ça peut se faire, tu vois. Mais les prix qu'on nous propose, c'est absolument délirant. Et puis, on a aussi des fois interrogé des influenceurs. Alors moi, c'est moins ma partie. Mais effectivement, quand les mecs te disent « Ok, on peut faire un burger ensemble pendant 2 mois, ça va vous coûter déjà 20 000 € pour exploiter notre image. Et puis ensuite, sur chaque burger vendu, on va prendre 1 euro. » Moi, quand je fais mes calculs, je suis dans le rouge de chez rouge de chez rouge. Donc, on peut pas y aller, quoi. Mais ça a plus de sens parce que c'est nous qui restons maîtres de la recette, etc. Tu vois. Okay. C'est une forme d'égérie, quoi. Ça pourrait se réfléchir, quoi. C'est intéressant parce que moi qui est dans une filière du coup marketing communication, je sais qu'on doit concevoir des campagnes de marketing communication. Généralement, les étudiants ils vont se tourner assez facilement vers l'égérie. Ouais. Mais du coup, c'est pas forcément un modèle qui est rentable. En tout cas, pas dans le domaine de la restauration. C'est très cher. Ça apporte de l'image, mais ça remplit pas les tiroirs caisses. Et là, aujourd'hui, nous, on a tous un sujet dans la restauration de rentabilité. Faire des paris comme ça sur des tickets aussi élevés, c'est audacieux, même si l'entrepreneuriat, c'est des paris permanents. Okay. Mais celui-là, là, aujourd'hui, aller mettre un 20 000 ou 30 000 € pour s'associer à un influenceur sur une période donnée pour lancer un burger de saison, je ne m'engagerai pas là-dessus, quoi. Je te propose qu'on écoute le deuxième micro-trottoir et qu'on réagisse dessus après. Allez, c'est parti. Est-ce que vous pouvez me citer 5 restaurants de burgers? Burger King, les burgers de Papa, McDo, Quick. Ouais, Quick aussi. Les burgers à Papa, McDo, Burger King. Les burgers à Papa, les McDo. Il doit y avoir un Burger King. Les burgers de Papa, McDonald's, Burger King. King Marcel, les burgers de Papa. Puis après, il y a les fast-food, je sais pas, genre McDo, Quick, Burger King. Tu penses que du coup, les burgers de Papa, c'est pas un fast-food? Je sais pas, j'ai du mal à le considérer comme ça. Je trouve que c'est un peu plus haut de gamme qu'un fast-food. Alors, on vient de voir le micro-trottoir. Avant de continuer, je tiens à préciser qu'on n'a payé personne pour ces réponses. Ouais. Vraiment, ce qui est assez hallucinant, c'est que vraiment, à chaque fois qu'on posait ces questions-là, il y avait tout le temps Burger de Papa qui ressortait. Peut-être qu'on est sur Lyon, peut-être que ça va jouer, mais depuis 2013 seulement, tu as lancé ton restaurant. À ton avis, à quoi est due la notoriété que vous avez actuellement sur Lyon en tant que restaurant de burger? Eh ben, écoute, j'en ai presque
La chair de poule de voir ce qu'on vient de voir, parce que en fait, pour tout te dire, en 12 ans, on n'a jamais mené d'études clients, d'études de notoriété, donc on ne sait pas qui nous connaît. D'accord. La seule étude qu'on a eue entre les mains il y a quelques années, c'est un concurrent lyonnais qui avait diligenté une étude justement de notoriété, et on m'avait passé ça sous le manteau, et j'avais découvert que on était la deuxième enseigne déjà la plus connue de burgers à Lyon, derrière Ninkasi, et qu'il y avait plus de la moitié des Lyonnais qui nous connaissaient, quoi. Et j'ai halluciné, parce que, si tu veux, on investit très peu dans la communication type panneaux d'affichage, radio, etc. En gros, nous, quasiment 95% de notre budget market, et comme il est sur les réseaux sociaux, sponsoring de vidéos, etc. Et puis on n'a pas des communautés non plus qui sont énormes, que ce soit sur Facebook, Insta, TikTok et compagnie. On cumule pas des millions de followers et des millions de vues quand on fait des vidéos. Donc ce que ça m'inspire là, c'est que c'est un travail de fond qui a été mené sur la qualité du produit, certainement. Il y a une des passantes là, qui dit, je ne sais pas si on peut les cataloguer comme fast-food, ça me fait vraiment très plaisir. À quoi c'est dû? Je pense que c'est vraiment un travail de fond, limer le terrain, faire des opérations aussi de communication qui ont fait parler. C'est qu'on a toujours eu un ton extrêmement décalé, et ça, depuis le début, c'est le fer de lance de l'enseigne, c'est que il faut qu'on soit décalé. Et t'entends ça, quoi par décalé? Il faut que le ton soit caustique, des fois même un petit peu agressif, si tu veux. Quand je te dis Burger King, t'as le sourire jusque derrière les oreilles parce que tu penses à toute leur campagne très très marrante. Nous, on n'a pas la force d'une agence comme Buzzman qui est derrière Burger King et qui leur facture des centaines de milliers d'euros à chaque slogan qu'ils leur trouvent. On essaie de les trouver en interne, alors on est peut-être moins drôle qu'eux, mais on ne s'interdit pas des fois de taper un peu sur les politiques, de la jouer un petit peu anti-macho, sexiste et ce genre de choses. Enfin, voilà, on va loin dans le délire. Alors on ne se fait pas toujours que des copains, mais je pense que c'est lié à ça. Donc c'est ces deux choses-là, de la bonne bouffe, et être régulier dans la qualité de nos produits, et en parallèle de la bonne communication. Ce que je viens de voir là, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Non, mais c'est génial. Ouais. Et c'est vrai que même moi, j'avais pas forcément... Enfin, les premières fois que j'ai entendu parler de Burger de Papa, c'était de la recommandation par des amis qui m'avaient conseillé d'aller sur ce restaurant sur Lyon. Et oui, je pense que c'est ça, c'est l'affiliation indirecte. La qualité du produit, comme tu dis, quand tu as un bon produit, je pense que naturellement ça va faire parler et ça va ramener des gens. Ouais, alors il y a un truc, une phrase que je répète depuis 12 ans, c'est à la portée de tout le monde de faire entrer des clients une première fois dans son restaurant, avec les réseaux sociaux, un bel agencement, etc. Le vrai défi, c'est de les faire revenir une deuxième fois, et tu les feras revenir seulement si la qualité de ton produit était bon, si l'accueil était bon, si l'expérience globale était à la hauteur de ce qu'ils ont payé. Et ça, nous, on est sur un métier où on ne capitalise jamais sur l'expérience de la veille. Tous les jours, on recommence à zéro. Tous les jours, il faut que tes équipes soient briefées, que les produits soient vérifiés à chaque instant, quoi. Tu vois, donc tu capitalises un petit peu sur ta notoriété, mais il n'est pas exclu encore qu'on ait des restos qui sont ouverts depuis 10 ans, qui passent à côté d'un service, qui se loupent complètement, qui ont des temps d'attente délirants parce que y a eu un grain de sable dans la machine. Donc c'est un métier où les aléas sont nombreux, et il faut se battre tous les jours pour être numéro 1, quoi. Et aussi, il y a un peu une mode de consommation en ce moment, c'est le consommer français. Ouais. Parce que le prénom, le burger de papa, ça peut pas aussi renvoyer directement vers une image française, ou peut-être attirer une clientèle locale un peu plus proche. Alors, quand j'ai créé, moi, les burgers de papa, à l'époque, à Lyon, il y avait King, Marcel, Big, Fernand, BIEH, qui était l'acronyme de Best I Ever Had. Il y avait Street Art Burger, il y avait que des trucs avec des consonances anglaises. Et moi, je voulais quelque chose de français, quoi, avec les burgers de papa. Et d'ailleurs, je pense que j'ai pas tapé à côté parce que depuis, on a beaucoup été copiés. Il y a les burgers de Colette, les burgers de Lucien, les burgers de je ne sais trop quoi. Il y a même des imbéciles qui ont fait les burgers à papa, tu vois. On a fini par les attaquer, on a vite obtenu gain de cause. On a eu les tacos de papa, les mecs avaient carrément repris notre charte. Alors en général, quand on nous dit quand t'es copié, c'est un peu le revers de la notoriété. Je t'avoue que quand ça t'arrive, c'est pas très amusant. Ouais, c'est sûr. Ouais.
Et en plus, si la qualité ne suit pas forcément, ça peut faire une mauvaise pub. Complètement, ça s'appelle du parasitisme en fait, parce que les gens peuvent facilement associer les tacos de papa au burger de papa. Si en plus le mec a pris la même charte et presque les mêmes typos, on peut se dire tiens, c'est peut-être un peu le petit frère, il y a une filiation, et ça s'appelle du parasitisme, quoi. Oui, totalement. Donc tu m'as dit que principalement votre communication se faisait à 95% sur Internet. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même des méthodes un peu old school à ne pas négliger? Est-ce que vous faites je sais pas, vous envoyez des tracts dans la rue ou de ce genre de choses ou... Écoute, je crois que tous les 2 ans, il nous arrive encore de faire une opération street marketing. Et à chaque fois, on voit que le niveau de retour, c'est fifrelou. Et à chaque fois, je dis à mes équipes, si j'ai à nouveau la mauvaise idée de dire on fait du street marketing, venez me coller une baigne. Et donc 2 ans après, en général, je reviens en disant et pourquoi on ferait pas un peu de street marketing? Ils sont tous là à dire ouais, pourquoi pas? Alors, tu sais, il y a 2 ans, quand même, tu n'étais pas trop chaud. Et puis finalement, on y retourne. Et à chaque fois, on se viande. En fait, du street market, ça marche si l'offre est ultra agressive. Parce que si tu vas aller distribuer des dépliants pour que les gens viennent découvrir les burgers de papa, il faut qu'il y ait un produit offert ou gratuit, parce que c'est quasiment devenu la norme aujourd'hui avec les plateformes de livraison, etc. Tout le monde a tapé des prix à la baisse. McDo, BK, KFC font tous des menus à 5 €. Donc nous, on ne sait pas faire ça en fait, avec les coûts de nos produits et avec ce qu'on propose en termes de rapport satiété-prix. On ne sait pas faire ça, on ne saura jamais s'aligner là-dessus. Mais malheureusement, c'est un référentiel qui est un peu imprimé. Donc faire du street marketing, on n'est pas bon là-dedans. Il y a des petits événements qu'on a fait qui ont été assez marquants, qui pour le coup nous avaient aidés en termes de notoriété. Pour le lancement d'un magazine qui s'appelle Le Petit Paumé, Place Bellecour, on avait fait un concours à l'américaine du plus gros mangeur de burgers. Là pour le coup, on avait 10 personnes alignées sur la scène qui en 5 minutes devaient manger le plus de burgers possible. Alors je pense pas que ce soit encore très 2025 maintenant, à l'heure du gaspillage, etc. Mais on avait repris un peu un concept de ces concours américains où les mecs doivent bouffer des hot dogs à la chaîne. Ça fait du show, c'est bien. Ouais, ça fait du show, voilà, ça, ce genre de choses, ça, c'est une opération qu'on pourrait être amené à renouveler, mais du pur street marketing avec des distributions de dépliants, etc. Aujourd'hui, je prends l'habitude de dire que si tu as 1 000 € à mettre quelque part dans ta communication, mets 999 € dans le web, dans les réseaux sociaux, dans du sponsoring, et l'euro qui te reste, je sais pas, va boire un café quelque part, quoi. Mais en tout cas, 100% digital, quoi. Ouais. Donc tu portes l'importance sur le digital. Ouais. Tu m'as cité dans tes concurrents les fast-food un peu connus, donc McDo, Burger King, etc. À la fin du micro-trottoir qu'on a écouté, il y a une fille qui justement considérait que les burgers de papa n'étaient presque pas un fast-food. Comment toi tu le vois, votre positionnement? Est-ce que vous vous positionnez comme un fast-food type Burger King, McDo, ou quelque chose de plus haut de gamme, quelque chose de restaurant carrément? Évidemment de plus haut de gamme, ne serait-ce que par le prix, parce que chez nous, nos menus burger, boisson frites, tu vas les payer 15 €, quand chez McDo, un menu Big Mac, encore de ce que j'ai vu ce week-end, tu es autour de 10,20 €. Alors, encore une fois, en termes de grammage, portion, rapport satiété-prix, une fois que tu as mangé un menu Big Mac chez McDo et un menu chez moi, tu vas... chez McDo, tu auras peut-être encore un peu de place pour une glace. Chez moi, c'est un petit peu moins le cas. Donc, déjà, ça a été très difficile de faire comprendre ça à nos clients. Et ça fait 12 ans maintenant qu'on existe. Et on a encore des clients qui viennent chez nous en disant « Ah, c'est plus cher que chez McDo. » Tu vois, donc tu te dis... il faut continuer à évangéliser et à communiquer tout le temps autour de ces messages. Mais oui, on est dans ce segment qu'on appelle le segment du fast casual, qui aujourd'hui peine beaucoup parce que sur des menus à 15-16 €, il suffit de rajouter 3 ou 4 €. Tu peux te retrouver en brasserie ou en restaurant classique avec un plat du jour servi à table. Là où nous, on n'est pas dans cette équation. Tu continues à commander en borne. Alors, on te sert à table, mais tu n'as pas le même niveau d'expérience, si tu veux. Donc, on est dans une catégorie qui souffre aussi tout simplement parce que le pouvoir d'achat baisse et que je peux très facilement comprendre qu'un client qui venait chez nous 2 fois par mois pour se faire plaisir vienne plutôt plus qu'une fois et l'autre fois aille dans des majors pour dépenser 5 ou 6 € de moins, ce qui se comprend complètement. Donc, on a une grosse baisse de la fréquentation et une baisse aussi du ticket moyen. Donc, moins de gens viennent et en plus, ils dépensent moins en restaurant. Mais ça, c'est global dans le secteur de la restauration rapide aujourd'hui parce que même les majors, McDo, Burger King et compagnie ont fait une très mauvaise année 2004 et un premier semestre 2025 dégueulasse. Ok, d'accord. Donc il y a une baisse de la consommation même dans ton restaurant en général dans les fast-food. Ouais, et il y a même une autre stat qui pour le coup devrait tous nous inquiéter, c'est que les Français mangent moins.
Ils achètent moins en grande surface. Alors, je ne saurais plus te dire exactement la dénomination de cet indicateur, mais les Français remplissent moins leur frigo. Il y a de plus en plus de gens qui sautent des repas, des étudiants, des gens précaires, des retraités, malheureusement, des personnes isolées. Ça, c'est une vraie réalité qu'on ne voit pas, nous, tous les jours. Mais cette baisse de pouvoir d'achat, alors c'est pas la famine encore dans ce pays, mais attention, parce que les gens consomment moins. Et en plus, ils consomment pas mieux, quoi, si tu veux. Parce que le problème, c'est que moins tu as d'argent à dépenser, plus tu vas acheter des produits pas chers. Et en général, qui dit pas cher, dit empreinte carbone dégueulasse, produits additifs dans tous les sens, etc. Donc, c'est une réalité. L'obésité, elle est plus prononcée dans les milieux les plus modestes, tout simplement parce que c'est des gens qui achètent des produits de moins bonne qualité, parce que les produits les moins chers et les plus rassasiants sont forcément pas les plus équilibrés, quoi. Okay. C'est marrant que tu m'apportes cette vision-là. Moi, j'avais vraiment peut-être naïvement la vision de me dire que les gens allaient préférer peut-être moins consommer quand même avec l'air du temps, mais mieux consommer aussi. Moi, par exemple, j'ai fait une intoxication alimentaire il y a 7 mois à McDonald's. Depuis, je me suis dit que je m'interdisais de manger à McDonald's. Et pour avoir testé assez récemment Burger de Papa, justement, je m'étais dit, certes, tu vas mettre 2-3 euros de plus, mais déjà, niveau satiété, tu es plus satisfait. Et aussi, la qualité du produit, le fait que tu es pas mal au ventre, etc. Derrière, je trouvais que des avantages, en fait, à peut-être mettre 2-3 euros de plus dans un repas, mais derrière, se sentir plus satisfait, mieux en forme, retourner travailler l'après-midi sans avoir mal au ventre, etc. Mais toi, tu me dis que du coup, il y a quand même dans ce type de restaurant-là et dans ce marché-là, il y a quand même une baisse de fréquentation. Et oui, parce que nous, notre cible, c'est pas les étudiants déjà en premier lieu. Il y a des menus pour autant. Ouais, absolument. Et on est plutôt agressif sur les formules étudiants, mais c'est pas le cœur de notre cible. D'ailleurs, là, pour la première fois en 12 ans, on mène une étude client qui porte sur 15 000 consommateurs. Quel est votre âge, votre sexe, la fréquence de votre venue, pourquoi vous venez chez nous, etc. Donc ça va être une mine d'or pour nous, pour mieux targeter derrière. Mais notre cible, malheureusement, excuse-moi de te le dire, c'est pas toi. Je suis très content que tu viennes, c'est bien. Mais notre cible, c'est le CSP+, cadre de préférence ou public familial. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, quand tu viens en famille chez moi, ça te coûte vite pour 2 parents et 2 enfants, t'en as vite pour 60 €, là où chez McDo tu vas en avoir pour 35 par exemple. Donc le différentiel il est important, tu vois, 25 € de diff pour manger à 4, avec 25 €, quand tu comptes l'argent à la fin du mois, 25 €, ça représente beaucoup d'argent, quoi. Et quel est l'intérêt de faire des études ? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ? Pourquoi tu ne l'as pas fait auparavant ? Alors, parce qu'il y a un adage qui dit que quand tout va bien, tu ne te poses pas de questions. D'accord. Et pendant 12 ans, tout allait bien. Enfin, pendant 10 ans, tout allait bien. Donc, quand tu as du chiffre d'affaires, quand tu remplis tes restos, tu as cet énorme travers de te dire j'ai pas besoin de me poser beaucoup plus de questions. Ça rentre, ça gagne de l'argent, etc. Mais on est aujourd'hui à un carrefour où on se dit mais qui sont nos clients, quoi ? Et comment on veut les adresser ? Quels sont les messages qu'on va véhiculer? Et avant de savoir les messages qu'on va véhiculer, c'est qui vient chez nous, quoi. Et qui ne vient pas chez nous et pourquoi? Parce que cela aussi, il va falloir aller les chercher, quoi. Donc effectivement, ça peut paraître un peu anachronique de se dire qu'on n'a pas mené d'études depuis tout ce temps, mais c'est vraiment parce qu'on n'avait pas de problème jusque-là. C'est logique, en vrai. Ok. Et comment t'as réussi à faire la distinction de te dire le problème que vous rencontrez aujourd'hui, ça relève plus d'un contexte économique et de l'environnement dans lequel vous évoluez, ou est-ce que c'est pas un problème interne, est-ce que c'est une remise en question qu'il faut avoir? Comment t'arrives à faire cette différence? Alors il y a des deux. Il y a eu des choix de notre côté stratégiques qui n'ont pas été très judicieux. Il fut un temps, on développait, l'idée c'était d'ouvrir un maximum de restaurants, de prendre le marché le plus vite possible. Et du coup, c'est ce qu'on a fait en ouvrant des fois dans des villes pas très porteuses, sur des mauvais emplacements, avec des mauvais franchisés. Mais ça, tu le sais seulement à partir du moment où tu as ouvert. Donc ça a été un petit peu la course à l'ouverture. Donc ça, c'est clairement un problème de notre côté. On a aussi pris une inflation dans les dents qui a été conséquente et qu'on a pas mal répercuté sur le prix de vente de nos produits. Donc le prix de nos menus a pas mal augmenté et je pense que ça a été une erreur stratégique. On a peut-être placé le curseur un poil trop loin. D'ailleurs, pour notre carte du mois d'octobre là, qu'on va lancer,
on va baisser les prix, alors qu'on n'achète pas mieux et on ne va pas réduire la taille de nos produits. Donc c'est un vrai pari, c'est-à-dire que ce qu'on va perdre en marge, il va falloir qu'on le gagne en fréquentation. Il va falloir qu'on fasse 12% de fréquentation en plus dans nos restaurants. Autant dire que là, maintenant, la suite du boulot, c'est la communication, quoi. Expliquer qu'on vend moins cher, qu'on a baissé nos prix, etc., pour faire revenir les gens. Donc il y a ça. Et après, le contexte économique global, et ça, c'est presque un peu des fois rassurant de se le dire. Moi, je suis dans une boucle WhatsApp qui a été créée il y a 2-3 ans par un fondateur de réseau de franchise qui s'est dit, on est tous visiblement concurrents, mais on est quand même tous confrères. Et c'est un métier, nous, on se parle très très peu, tu vois. On se regarde plus un petit peu en chien de faïence et puis à se demander lequel va tomber, etc. Et c'est un peu la guéguerre. Et ce groupe WhatsApp, il a fait beaucoup de bien parce qu'il a commencé avec une dizaine de personnes et aujourd'hui, on est quasiment une centaine. Et il y a là-dedans tous les fondateurs des plus gros réseaux de chaînes de France, pas que du burger, hein, on y est tous, mais il y a le DG de Pokawa, de Pizza Dell'Arte, il y a Isabelle Herman, DG France de KFC. Et c'est un groupe WhatsApp où on s'échange des fois des tips, quoi. Tiens, je voudrais changer de prestataire sur mes produits d'entretien, est-ce que vous pouvez me conseiller quelqu'un? Et donc, on se rencontre aussi 2-3 fois par an et on discute. Et tu te rends compte que ceux qui font les flonflons sur LinkedIn à dire que tout est beau, qu'ils ouvrent X resto, etc., machin, quand tu grattes un peu le vernis, tu te rends compte que c'est la même merde partout. Et moi, j'ai un peu ce travers d'être trop honnête. J'aurais pu venir aujourd'hui en endossant le costume du mec où, hey, mec, tout va bien, attends, moi je vais t'expliquer la vie et je vais t'expliquer comment les burgers de papa se portent bien. La réalité, c'est que non, ça va pas très bien en ce moment et que j'ai toujours ce défaut d'être un petit peu trop franc. Et c'est des fois un peu usant de passer, de scroller sur LinkedIn, tu vois, où tu te dis, mais waouh, lui il ouvre autant de restos, lui ça a l'air d'aller super bien, machin, bidule. Et puis en parallèle, des fois tu corrobores avec les infos, tu vas sur société.com et tu vois que son chiffre d'affaires il fait que ça, sa rentabilité fait que ça. Donc c'est un peu le miroir aux alouettes, faut se méfier. Mais en tout cas, ouais, pour répondre à ta question, il y a deux aspects. Il y a évidemment beaucoup de sujets en interne qui n'ont pas été bien gérés. J'avais aussi pas toujours les bonnes ressources. Et il y a un contexte économique global qui se corrobore avec toutes les infos qu'on a partout, qui nous fait dire que le secteur de la restauration en ce moment se porte particulièrement mal, quoi. Ok, génial. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les sujets. C'était un podcast qui a été très intéressant. Je te remercie déjà premièrement d'être venu. Et si tu as une dernière chose à dire ou même simplement conclure. Eh ben lancez-vous. Si vous avez une idée en tête, lancez-vous. Et un conseil, faites les choses simples, mais putain, faites-les bien, quoi. Et c'est dur de faire simple, je le dis souvent, mais prenez une idée simple que vous arrivez à résumer en 1 minute autour de vous. Et si ça, c'est votre topo de base de ce que sera votre entreprise, derrière, concentrez-vous toujours là-dessus. Faire simple, mais le faire très bien. Voilà. Je pense que c'est une parfaite conclusion. Merci. Merci Yves.